Bonjour, heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de Vox Hebdo sur Vox TV, ainsi que vous qui nous suivez sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube et TikTok. Les débats de ce jour sont articulés autour du référendum constitutionnel au Gabon, les ordures déposées à Kinsoundi, dans le premier arrondissement Makelekele, la séance de questions orales au gouvernement avec débat au Sénat. Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, Albert Mianzouguta, directeur des publications de la Semaine africaine, et Spline Arambungu, rédacteur en chef à Radio Rurale Congolaise. Messieurs, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau parce que cette actualité sera décryptée avec vous. Le 16 novembre, donc, le peuple gabonais a voté la nouvelle constitution qui régira le fonctionnement de son pays. Si le oui donc l'emporte, cette constitution permettra de mettre fin à la transition qui a duré 14 mois. Après un début timide, la campagne pour le référendum constitutionnel du Gabon s'est véritablement emballée ces derniers jours. Alors que les opposants à la nouvelle loi fondamentale peinaient à se faire entendre, les partisans du oui étaient quasi omniprésents sur les espaces publics. Le pays reste malgré tout divisé sur le texte. Il instaure un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif forçant Premier ministre. Quelques 800 000 électeurs sont appelés à départager les deux camps. Le scrutin est supervisé par 250 observateurs électoraux issus de la société civile. Ils bénéficient depuis quelques jours de l'appui technique du programme des Nations Unies. Tout au long de la journée du 16, on aura donc des informations scientifiquement vérifiées et vérifiées donc par des experts qui s'assureront que tout le déroulement du scrutin est passé à la loupe. Donc sur tous les 2800 et quelques bureaux de vote, on aura une couverture de près de 80% de ces bureaux de vote. Le référendum du Gabon est scruté de près tant par les Gabonais que par la communauté internationale. Pour le gouvernement de transition, il s'agit du premier test de transparence et de démocratie avant l'élection présidentielle prévue en 2025. Les partisans du oui et du non se sont affrontés. Qui va l'emporter? Le peuple gabonais le dira. Et les résultats nous seront communiqués dans les jours à venir. Mais en attendant, que pensez-vous de cette nouvelle constitution qui va instaurer un régime présidentiel, Albert? Oui, non, ce qu'il faut en penser, c'est d'abord, nous sommes ici en face d'un processus normal finalement. Il y a eu en août de l'année dernière, renversement de tout ce que le Gabon représentait comme institution, coup d'État, installation au pouvoir du général Oligui Nguema et puis toutes les instances mises entre parenthèses, ensuite concertation et dialogue national, et donc maintenant qui débouche sur le choix du nouveau texte fondamental qui devra diriger le Gabon pour les années à venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une constitution qui obéit à toutes les règles de constitution dans ces étapes-là de nos pays africains, c'est-à-dire il reflète la volonté première de rejeter le régime qui a été renversé, mis de côté, et puis donc l'institution de nouveauté que l'on espère pérenne, que l'on espère solide pour diriger les Gabonais. C'est une constitution qui est donc normale quelque part, sauf sur quelques points. D'abord, le nouveau texte propose donc un régime présidentiel sans Premier ministre. Ça, c'est une expérience qui n'a pas toujours fonctionné en Afrique. Il y a eu des moments où, au début, ça marche, mais après, c'est le président lui-même qui revient. D'ailleurs, nous, le Congo, nous avons inauguré cette formule-là aussi. L'autre partie, c'est, vous savez, ce relent de, je dis pas de xénophobie, mais de réserve par rapport à l'étranger, qui fait que on a beau dire, là, le texte qui se présente aujourd'hui
sera un texte moins intégrateur, moins fédérateur que les initiateurs ne veulent l'admettre, parce que bon voilà, donc les étrangers ne seront plus admis, parce qu'il faut être né de père et de mère gabonais pour oser accéder à la magistrature suprême. Il faut avoir un âge compris entre 25 et 70 ans. Ça veut dire que quelque part, nous reproduisons ici, nous retrouvons ici les erreurs que nous avons commises ailleurs, lorsque des constitutions ont été rédigées sur le dos de celui que l'on voulait vomir. Or, cette vomissure-là, c'est celle qui est pratiquement celle qui ne dure pas toujours. Ce n'est pas sur ça que des constitutions comme les États-Unis ou même le Venezuela, tout en n'étant pas démocratique par certains aspects, peuvent fonder un avenir solide. Donc il faut voir l'avenir, mais bon, l'avenir par définition, il s'offre à nous tous avec tout ce qu'il charrie comme identité, comme détail, donc nous verrons. Ok, nous verrons le spleen, une nouvelle constitution. Est-ce que c'est pour se mettre à l'abri du retour du régime, comme a dit Albert, du régime qu'on a vomi ou qu'on a mis à l'écart? Bien entendu, parce que c'est, à mon avis, une nouvelle ère qui s'ouvre pour ce pays frère. Je voudrais revisiter un peu ma petite histoire. Où un jour, il y a eu un sommet à Brazzaville, un sommet de la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, et il y avait une forte délégation gabonaise. Je me rappelle encore, je me suis rapproché d'un officier commandant de son État du Gabon, et nous avons sympathisé, et je lui ai parlé, je lui ai posé une petite question. À cette époque-là, les rênes du pouvoir au Gabon étaient dans les mains du président Bongo lui-même, le père. Bongo père lui-même. Alors, je lui ai posé la petite question si au Gabon, ils étaient préparés pour la succession du président Bongo un jour. Mais sa réponse était claire pour me dire que cette question au Gabon était un tabou. Ils n'en parlent jamais. Et tout simplement parce que pour eux, les Gabonais, ce qui comptait, c'est l'acquis qu'ils ont eu du président Omar Bongo. Et l'acquis, c'était qui? C'était quoi? C'était les salaires, les bons salaires. Donc, pour eux, ça suffisait. Mais on se rend compte aujourd'hui que après le président Bongo perd, et le Gabon va bientôt passer à un troisième, peut-être un quatrième président, Olingi. Il pourra peut-être gagner, mais ça ne sera plus Olingi d'aujourd'hui. Ça sera un autre Olingi. Mais ce qui me chagrine un tout petit peu dans cette constitution, que je trouve qu'il y a en dehors, je voudrais ajouter à ce que Albert venait de dire, les 7 années, les 7 ans de mandat, je le trouve moyenâgeux. Et vous allez déjà constater qu'à travers le monde, Albert l'a dit, que nous, on a eu une constitution comme ça de 7 ans. Mais nous avons constaté que 7 ans, c'était lourd. Et on est passé à 5 ans. Donc les constitutions modernes aujourd'hui exigent que les mandats soient soit de 4 ou 5 ans. Et pour exemple, lui, le président qui est là, Olingi, en si peu de temps, nous avons vu, nous avons entendu ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il a besoin de 7 ans pour faire... Il n'a pas eu besoin de 7 ans pour faire ce qu'il a fait. Jusque-là, on ne sait pas si c'est lui qui sera là pour accompagner. On ne sait pas ce que... Oui, mais nous avons... Lui, il prépare le chemin. Mais justement... Nous connaissons la pratique. Nous connaissons la pratique, Albert le dit. Lui a préparé le chemin. La pratique, c'est que chez nous, on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc, je crois que il a dû mettre un dispositif tout autour. Nous avons suivi la campagne à travers certains médias internationaux, que le oui, mais le oui est en faveur de qui?
C'est la question. Il me semble que la réponse est tout à fait. En faveur du texte référendaire. Du texte référendaire. Oui, Guy Blaise. La nouvelle constitution, est-ce qu'elle est là pour garantir finalement la stabilité du pays? Est-ce qu'on ne va plus revenir comme certains, Spin l'a évoqué. Nous aussi, on a connu cette expérience, 7 ans. Après, on a pensé que non, 7 ans, c'était trop, il faut revenir à 5 ans. Un régime fort, sans Premier ministre. Finalement, on est revenu au Premier ministre. Est-ce que les Gabonais pourraient se connaître de même sort? Mais si cela fait partie de la stratégie de ceux qui ont élaboré le texte, c'est-à-dire on commence à 7 ans et puis on reviendra à 5 ans, ça fait passer des années pour qu'ils s'éternisent au pouvoir. Je crois que l'arrivée du chef de la junte, c'est-à-dire le général Oligui Nguema, un certain 30 août 2003, il était fortement 2023. Acclamé, 2023 plutôt, il était fortement acclamé par les Gabonais, qui disaient qu'il était venu libérer le Gabon de la dynastie Bongo. Et puis bon, dans la phase pratique de la gestion des affaires publiques, nous sommes en train de regarder. Il est acclamé, certes, mais pour faire bien, il a pensé qu'il fallait ramener l'autorité de l'État, il fallait chercher à créer l'équilibre dans le fonctionnement de l'État, dans les institutions et autres, d'où il y a eu d'abord un travail préliminaire où toutes les forces vives du Gabon devaient venir proposer ce qu'ils pensent que c'est le meilleur pour le bon fonctionnement du Gabon. Et c'est ce qui a conduit à la concertation, dialogue, et voilà, aujourd'hui, nous sommes au vote, il y a eu vote de la Constitution. Mais le oui, je pense que c'est la tradition en Afrique. On n'organise pas pour perdre, comme a dit Aaron tout à l'heure. Je crois que il y a un grand souci aussi dans cette affaire, parce que quand les Putschistes se sont emparés du pouvoir, ils avaient annoncé, 2 ans après la transition, ils vont remettre le pouvoir aux civils. Ça a été dit au Gabon. Donc, on attend. Pour le moment, nous ne sommes pas sur les intentions d'Oligui Nguema, s'il sera oui ou non candidat. Nous sommes là sur le texte et vous avez pensé que le texte, bon, donnera quand même la possibilité, la chance au Gabonais de commencer, et nous allons suivre l'évolution de la situation. Nous reviendrons prochainement pour voir peut-être si le général revient, et là, vous pourrez maintenant vous prononcer sur son attitude. Mais pour le moment, nous avons vu que les Gabonais ont voté le texte et nous sommes en attente donc des résultats. Voilà ce qui met donc fin à ce premier sujet. Et nous allons aborder notre deuxième sujet qui a trait au dépotoir d'ordures ouvert à Kinsoundi et à Makelekele dans le premier arrondissement de Brazzaville, un dépotoir qui est en train de mettre en difficulté la santé et la vie des populations de ce quartier. C'est dans cette décharge publique, à 2 mètres du goudron, où sont jetées les ordures collectées par les gros véhicules dans les artères de la capitale. À Kinsoundi Barrage, le passage rythme désormais avec l'usage des cache-nez, puisque l'odeur envoyée par le dépotoir est insupportable. La plupart des vendeurs qui squattaient ce trottoir ont été obligés de libérer les lieux. À l'instar de Ninel Mbemba, qui depuis 2 semaines est au chômage. Elle a décidé de fermer son restaurant par fuite des clients. Presque 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je ne vends plus de nourriture parce que les clients ne viennent pas à cause des mouches qui venaient se poser sur les plats et des odeurs insupportables que nous humons au quotidien ici. Pourtant, le commerce est intense sur cette voie. Les vendeurs qui résistent doivent supporter le cache-nez toute la journée et quitter les lieux plus tôt que d'habitude. On n'arrive plus vraiment à bien vivre ici. Non seulement nous qui vendons ici, même les gens qui vivent aux environs, on n'arrive plus à bien respirer. Ça entre juste dans la maison vraiment. On arrive, même nous qui vendons ici vraiment, pour nous acheter, ça devient maintenant difficile. Les gens ne viennent plus acheter parce que il y a l'odeur ici vraiment. L'argent que je vends là, parfois 15 000 francs, je n'arrive plus. Parfois 5 000 francs seulement. Je n'arrive plus vraiment parce que les gens ne viennent plus acheter. Je suis en train de voir l'heure, à 15h, il faut que je puisse
fermé parce que je n'arrive pas à supporter ce genre de données. Tu as l'obligation de protéger sa population. Mais ce qui se passe ici, c'est comme si nous n'avons pas les autorités qui nous défendent. Devant l'urgence, les victimes s'attendent à la délocalisation de ce dépotoir d'ordures. Bon, qu'ils ne viennent plus jeter vraiment les ordures ici. Ils cherchent vraiment un endroit pour aller jeter ça. Nous sommes maintenant fatigués. Face à cette situation qui met en danger la santé des habitants de ce quartier, contraints de s'enfermer parfois dans la maison, nous nous sommes rapprochés du chef de zone où nous avons juste trouvé cette boîte à suggestion à son absence. Même le chef du quartier n'était pas à son domicile. Le maire de Makelekele que nous avons tenté de joindre, lui non plus, n'était pas à son poste. Situation difficile que vivent les populations de Kinsundi avec la présence de ce dépotoir qui dégage des odeurs insupportables. Spleen, un dépotoir au milieu des quartiers populaires. Je crois que c'est méchant de faire des choses comme ça. On veut résoudre un problème, on en crée un autre. Et celui qu'on veut créer, lié à la santé des populations, c'est un problème plus grave encore. Et tout ça, c'est le passif d'Averda. Vous avez suivi le ministre de la décentralisation, en charge de la décentralisation, qui a reconnu que l'entreprise est défaillante. Et quand c'est comme ça, il faudra donc que demain, le gouvernement puisse regarder avec qui l'on peut signer un accord. Ça veut dire qu'Averda n'était pas du tout une entreprise sur laquelle il fallait faire confiance. Pour preuve, ce qu'il a eu, les moyens qu'on lui a donnés, même si le gouvernement dit qu'à travers à partir des contributions, à partir les 2000 de cotisation des fonctionnaires, on réussissait à collecter 1 million, un peu plus de 100 millions, mais Averda devait consommer 3 milliards. Oui, Averda, pour le moment on ne parle plus d'Averda, parce qu'Averda est maintenant invisible dans nos villes, mais c'est le fait que ce dépotoir soit mis là, est-ce que c'était une solution? Ça ne peut jamais être la solution, parce que normalement, en temps normal, le conseil municipal devait se retrouver et le conseil municipal devait regarder où est-ce que quelle est l'entreprise qui devait remplacer Averda, et les ordures devaient être déversées dans quel endroit en tenant compte de plusieurs paramètres. Paramètres santé, paramètres ceci, paramètres cela. Rappelez-vous que hier encore, lorsque une sénatrice a soulevé la question, mais elle a même fait une proposition de solution, que ces dépotoirs-là devaient même servir de source d'argent, de source pour la mairie. Alors, qu'est-ce que on devrait faire de ça? Mais ça devait être recyclé. Donc, on devait regarder comment installer ici ou là des entreprises qui devaient recycler ces ordures, parce que les ordures ne sont pas ne sont pas toujours une mauvaise chose. Elles peuvent être récupérées pour, par exemple, les besoins agricoles. Et voilà. Donc, à mon avis, ce passif-là, c'est lui qui fait que on se précipite de faire ce qu'on a fait, aller planter un dépotoir en milieu populaire, avec la conséquence que nous pourrons connaître demain. Et les conséquences économiques ont été déjà soulevées. Il y a ceux qui entretiennent leurs petites activités économiques tout autour ne peuvent plus l'exercer. Alors, Albert, un dépotoir
au cœur d'un quartier populaire avec est-ce que les conséquences sanitaires, est-ce que on peut mesurer les conséquences sanitaires que ça implique? Mais on peut très certainement mesurer les conséquences sanitaires à condition de suivre cela tout à fait sérieusement. Mais le problème, c'est que nous sommes Congolais et vous savez, on dirait que chez nous, la nuisance ne vient que de deux sources. Quand ça sent mauvais, quand ça se voit. Mais c'est-à-dire, les deux combinés, on n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce que ça fait là si... Vous voyez, nous allons parler beaucoup d'Averda, je suppose, dans cette émission, non pas pour l'accabler, mais encore que nous aurions même raison de le faire puisqu'elle a failli. Mais là, toutes les eaux souterraines de l'Ifula, où Averda allait déverser les ordures ménagères de la ville. Toutes ces eaux-là sont devenues, un technicien du ministère de l'Environnement l'expliquait, sont polluées actuellement et sont donc dangereuses à la consommation. Et la consommation, ça ne veut pas simplement dire boire, c'est aussi se laver, c'est aussi peut-être faire la cuisine. Avec tout ça, on n'a jamais su prévenir à l'avance, c'est une répétition, mais on n'a jamais su prévenir les nuisances, ce qu'elles deviennent en se transformant au fur et à mesure. Là, c'est un scandale d'aller jeter des ordures au milieu des populations comme si c'est-à-dire, il y a une symbolique tellement forte là-dedans que ça nous amènerait à sortir des mots un peu vilains. Je veux dire, vous prenez les ordures, vous allez les lancer au milieu des populations, à l'arrière de la ville, donc à Kinsundi, en disant, bon, là-bas, ça ne se verra pas, donc un problème de résolu? Non, un problème de créer, au contraire. Donc voilà, nous sommes ici dans une situation typiquement à la congolaise, c'est-à-dire que lorsque nous avons un problème de citoyenneté, il ne se pose que pour une catégorie de gens et pas pour tous. Or, nous devrions penser à la globalité. Je veux dire, le problème, ce n'est pas parce que les ordures ont été jetées à Kinsundi. Le problème, c'est parce que les ordures ont été jetées au milieu des populations, point. Donc, ça aurait pu être à Wenze, ça aurait pu être à Talanga et à Petit Chose, ça aurait pu être à Ngamakoso. C'est la même chose, c'est la même bêtise, j'allais dire, dans la gestion des ordures ménagères. Les ordures ménagères ne naissent pas de rien. Nous savons quel est le schéma, quelle est la procédure pour qu'elles arrivent jusque dans nos quartiers. Mais on a l'impression que l'État est défaillant, lui en premier. Aaron a parlé d'une sénatrice, je ne sais pas si c'est la même que nous pensons, mais c'est celle-là qui avait introduit aussi, je crois, la loi pour l'élimination des déchets plastiques, des sachets plastiques. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez dans les marchés, on vous propose du plastique d'une manière ou d'une autre, et l'État ne dit rien, ne fait rien, ne sévit pas, parce que simplement, nous n'avons pas cette vision-là d'ensemble que peuvent avoir des peuples comme, malheureusement, je le dis, mais je suis journaliste, les Rwandais, je veux dire, vous allez à Kigali, vous pouvez pas jeter comme ça votre mouchoir à jeter à n'importe quel endroit de la ville. On vous le fait ramasser et on vous le fait mettre dans la poubelle de la ville. Mais pour que on en arrive à ça, il faut déjà que nos autorités aient cette conscience-là et ensuite qu'elles disposent les poubelles à tous les coins de la rue pour que nous ayons donc cette commodité d'évacuation. Et une fois évacué, le problème ne s'arrête pas parce que l'ordure a disparu. Le problème, c'est jusqu'où est-ce que nous devons suivre cette ordure-là pour la solution finale. Ok, voilà. Le problème, Guy Blaise, la gestion des ordures ménagères se pose toujours et c'est si bien que les autorités ne savent plus ou ne savent pas quoi en faire. Chrysostome, je crois que ça, d'abord, on revient sur ce qu'on est en train de parler, sur Kissouni. Je crois que c'est la conséquence brutale de l'arrêt d'Averda qui a poussé la police, la gendarmerie, ceux qui pouvaient venir au secours des populations parce que ça sentait plus mauvais dans la ville et prendre tous ces ordures-là, aller déposer à Kissondi. Mais là-bas, il y a des gens qui vivent.
ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas songé à ça. Il y a des gens qui vivent là-bas. Une femme qui nourrit sa famille pendant 2 semaines ne peut plus vendre le restaurant. Les gens ont fui parce qu'il y a les odeurs nauséabondes qui viennent. Mais qui pouvait penser qu'en allant jeter les ordures là-bas, qui pouvait penser à la place du gouvernement, à la place des pouvoirs publics? Je crois que c'est une erreur grave. Parce que ce que faisait Averda hier, on a parlé de l'autre côté, ce sont des extrémités de la ville qu'ils vont jeter. À Lifula. Là où il allait jeter. Pollution également. Mais est-ce que quand Averda est arrivé, il y a eu un travail préliminaire pour savoir là, bon, si on nettoie, on prend les ordures, on va aller jeter dans telle place. Parce que dans ce pays, on a connu ce qu'on appelle les atomes, qui n'ont pas peut-être abouti jusqu'à leur terme. Les atomes, ce sont des endroits où on va aller déverser des ordures. Peut-être à la rigueur, engager un autre processus pour essayer un peu de recycler, comme a dit Aaron tout à l'heure. Parce que quand on essaie un peu de lire dans les PLU, plan local d'urbanisme, il y a des atomes qui sont prévus au niveau de la ville de Brazzaville. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça peine à être appliqué. Je crois savoir qu'aujourd'hui, ça, le cas de Kisundi, franchement, il faut le dire, c'est pas juste et c'est pas normal. Parce que ça va causer des maladies. Ok, merci. Le problème de gestion d'ordures ménagères se posera toujours avec acuité, mais il revient aux responsables, ceux qui gèrent la cité, d'avoir des plans de recyclage des ordures. Parce que tel que jeter, ça contamine, que ce soit les populations, que ce soit les nappes phréatiques, que ce soit l'environnement. Donc, la solution serait de les recycler. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette cette première partie. Je vous invite à une pause et nous allons revenir bien après.